Donc, il a dans ses antécédents diabète, obésité, et dans la case traitement, les pompiers, ils ont mis diamicron, avec un Y. Alors, question 1. On n'avait pas, en fait, le CG. Ah, c'est embêtant. Moi non plus, je ne l'ai pas. Du coup, moi, j'ai mis un infarctus en votre constitution. Bon, moi, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas imprimé non plus. Donc, je vous donne la réponse, ça va vous servir pour la suite. Donc, c'était un ECG avec un rythme sinusal régulier, des QRS fins, avec des ondes de Pardy qui correspondent à un sus-décalage du ST convexe en haut. C'était en antérieur étendu. Donc voilà, le diagnostic, c'est un syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST. Il est antérieur étendu et semi-récent parce qu'il y a des ondes Q de nécrose. Voilà, vous retenez tout ça. Normalement, sur le site internet, il y aura l'électrocardiogramme, je vais vérifier. Donc, à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on va rechercher? Ça, c'est de la cardiologie. À l'examen clinique, je n'avais pas vraiment fait la question, mais à l'interrogatoire, on peut rechercher des antécédents d'angor, un antécédent d'infarctus du myocarde, les autres facteurs de risque cardiovasculaire avec une dyslipidémie, une hérédité. Voilà, on peut rechercher s'il prend d'autres traitements que le diamicron, des anticoagulants, voilà. Et à l'examen clinique, l'examen physique, on va rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, des signes de choc et pour une endocrinologue, c'est bien. Ok, donc ça c'est une question typique de cardiologie. Bien penser à préciser les caractéristiques de la douleur. Ok, donc définir un petit peu l'heure de début, comment est la douleur, si elle est constrictive, où elle se situe, si elle va aux mâchoires, etc., etc. Et puis sinon le reste c'était bien, les signes d'insuffisance cardiaque et puis l'auscultation pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque. Donc en urgence, qu'est-ce qu'on va faire? Alors les examens, du coup on peut faire... du coup là donc devant un infarctus voie de constitution, la troponine ne servira plus à rien. Non. Oh, si, c'est important de la faire la troponine. Pour avoir une idée qui a un syndrome coronarien, et... c'est important de le faire. Hein. Même si c'est indispensable. Ouais. Ok, c'est la première chose qu'on fait. Parce que déjà ça va pouvoir te dater un petit peu l'ancienneté de l'infarctus. Si tu as une tropo à 100, c'est pas la même chose que si tu as une tropo à 2. C'est important de le faire. On va faire toutes les enzymes cardiaques. Hein. Surtout la troponine. On peut faire une échographie cardiaque. Ouais. Mais surtout, qu'est-ce que tu vas faire face à ce patient-là? Ah, une glycémie? Non. Oui, c'est important de faire la glycémie. Mais oublie que tu es dans une conférence d'endocrinologie. Tu as ce patient qui arrive aux urgences, tu es l'externe. Donc tu vas chercher ton interne et tu lui dis vite, il faut qu'on l'emmène. En choro? Ouais. Mais c'est pas vraiment un examen complémentaire, non? C'est un traitement? Oui, c'est un examen complémentaire d'abord, puisque ça va te permettre de savoir où se situe la lésion, et après ça permet de traiter. Il y a des gens à qui on fait des coros sans traitement après, sans angioplastie. Donc c'est un examen complémentaire. Donc tu vas avoir une coronographie, du coup on dira qu'elle est à visée diagnostique et à visée thérapeutique. C'est la chose qu'on va faire en urgence. Évidemment, avant tout ça, on va faire tout un bilan, notamment il est diabétique, on va lui mettre de l'iode. Qu'est-ce qu'on lui fait? Voilà, une fonction rénale, très important. Très important aussi de lui faire la glycémie, puisqu'il est diabétique. Les enzymes cardiaques. Bon, les cardiologues vous diront qu'il faut faire aussi le fibrinogène, la CRP, parce que le syndrome inflammatoire, ça a un facteur pronostic dans le syndrome coronarien. Une NUM, parce qu'il va peut-être beaucoup saigner. Et voilà, mais surtout, il faut l'envoyer à la coro. Puis, il va en réanimation cardiaque, donc il a eu sa coro, avec angioplastie et pose de stent. Qu'est-ce que tu vas mettre sur son ordonnance de sortie? Alors, on met des bêta-bloquants en fonction de sa FEVG. Non, systématique, les bêta-bloquants. Oui, mais c'était soit l'insuffisance cardiaque ou pas l'insuffisance cardiaque. Mais tu sais que même dans l'insuffisance cardiaque, on met des bêta-bloquants. Hein. Oui, mais c'était, j'allais dire juste... en chronique, c'est son ordonnance de sortie, voilà. Mais ouais. Bon, rentrez pas, je pense que c'est pas indispensable de rentrer dans la finesse de dire il y a le cardentiel, puis il y en a d'autres. Hein. De toute façon, il va avoir des bêta-bloquants. Effectivement, lui, il aura plutôt du cardentiel. Donc après on met des antiagrégants plaquettaires, donc de l'aspirine, 75 mg par jour, du Plavix selon le stent. Pourquoi tu lui mets du Plavix? Parce qu'il a eu un stent.
Oui. Ok. Alors stent actif, stent pas actif, c'est c'est pas très consensuel. Ok, le coup du Plavix ou pas du Plavix. De toute façon, avec son ordonnance de sortie, il sortira avec du Plavix. Après, c'est la durée du Plavix qui va changer quelque chose. Et ça, c'est pas consensuel. Ça dépend des études, etc. Donc, mais là, c'est l'ordonnance de sortie, donc il a du Plavix. Après, on lui met une statine, des IEC et traitement des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, traitement de l'hypertension, équilibre du diabète. Et qu'est-ce que tu as oublié? Et le bilan lipidique, je pense. Non, dans ces traitements. Ah, dans ces traitements l'antidiabétique, enfin Il faudra s'occuper de son diabète, effectivement, mais pour un cardiologue, il n'aimerait pas du tout là que tu aies oublié ça. C'est le spray de trinitrine. Ah oui. Ok, n'oubliez pas celui-là. Il n'est pas dans le basique. Ok, basique bêta-bloquant, A anti-agrégant plaquettaire, S statine, I IEC, C contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne sais pas, vous mettez un T à basique si vous voulez, mais il faut penser à la trinitrine. Ok, vous mettez basique au pluriel, le S c'est le spray de trinitrine. Et n'oubliez pas, hein, parce que c'est très très important. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Question 5, on vous demande de quel type de diabète il a. Alors, j'ai dit qu'il s'agissait d'un diabète de type 2. Déjà, le terrain, c'est un patient obèse et vieux. Ensuite, la thérapeutique, il a un... Oui, enfin, vieux, 58 ans, quoi. Et il a un traitement par antidiabétique oraux. Et ensuite, la complication est plus fréquente. Les macroangiopathies sont plus fréquentes chez le diabétique de type 2. N'hésite pas à dire qu'il a un syndrome métabolique. Il est obèse, il a une HTA. Ouais, on a passé à ces dyslipidémies. Enfin, on peut... Oui, mais il a au moins 2 critères. Donc, 2 ou 3, ça dépend des définitions. Mais tu peux suggérer qu'il a son diabète, il a son HTA, il est obèse. Tu peux partir sur le fait qu'il a un syndrome métabolique. C'est typique. En plus, il a la coronaropathie. Ça ressemble. Et puis même si tu n'as pas encore tous les critères, tu peux dire qu'il a très probablement un syndrome métabolique. C'est quelqu'un qui a les facteurs de risque cardiovasculaire et pas mal de critères du syndrome métabolique. Il est obèse. Je vous ai mis le tour de taille, non, je pense pas. Mais typiquement, tu peux suggérer ça. Et puis l'argument de fréquence, vous pouvez le mettre à chaque fois. Hein. Vous avez un patient de ce type-là, il a quand même beaucoup plus de chances d'avoir un diabète de type 2 qu'un diabète monogénique, qu'un diabète sur une hémochromatose, qu'un diabète, etc. etc. Ok ? Donc, maintenant que vous avez tout appris sur les antidiabétiques oraux. Alors, son traitement par diamicron, j'ai mis que c'était inadapté, qu'un traitement par antidiabétique oraux doit toujours contenir une biguanide. Et donc en monothérapie dans un premier temps, et si l'objectif n'était pas atteint, à ce moment-là, on peut ajouter un autre antidiabétique oraux, et à ce moment-là, un sulfamide hypoglycémant ou tous les autres, incrétine, glinide, glitazone, et voilà. Et tu peux mettre l'inhibiteur des alpha-glucosidases. Et l'insuline ensuite, et on associe un régime du diabétique. Très bien, donc c'est parfait. Hein. On est d'accord que le diamicron, c'est un sulfamide. Le sulfamide, c'est un insulinosécréteur. Il a un diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une maladie d'insulinorésistance. Donc on commencera par lui donner un traitement par biguanide, qui est un traitement spécifique de l'insulinorésistance. D'une part. D'autre part, il y a des recommandations qui sont très claires, qui disent en première intention, surtout chez le sujet obèse, on commence par des biguanides. C'est bien, tu avais retenu. Donc la surveillance, alors ça c'est la question longue, mais qu'il faut connaître par cœur. Alors, moi j'ai mis par trimestre. On fait éducation, observance, le poids, la tension artérielle, un examen clinique général, un examen neurologique, un examen des pieds. Et au niveau biologique, on fait juste une HbA1c. Et ensuite, tous les ans, c'est un bilan plus complet, avec un examen plus précis, cardiovasculaire, les souffles, les pouls, ça on le fait aussi trimestriel. L'examen neurologique plus précis avec le diapason, le monofilament. Et le bilan sanguin est plus complet, puisqu'on fait donc HbA1 glyqué, bilan lipidique complet, créatinémie, calcul de clairance, une bandelette urinaire, une microalbuminurie, un examen ophtalmo et un ECG de repos.
Bon, bah, tu vois que tu la connais par cœur. Donc, pas hésiter à lui demander aussi à l'interrogatoire s'il fait des hypoglycémies, s'il a un carnet de glycémie, comment sont ses glycémies, important. Okay, souvent, chez ce genre de patients qui ont déjà eu une complication vasculaire, on va avoir tendance à lui prescrire un lecteur. Donc, c'est possible. Pas consensuel, donc vous pouvez le suggérer, on ne vous en voudra jamais de l'avoir mis si le correcteur pensait qu'il fallait... Enfin, il n'y aurait pas pensé, au pire. Mais on ne vous en voudra pas dans ce genre de cas, il a déjà fait un infarctus. Okay, après, le reste, c'était parfait. Est-ce qu'il prend bien son traitement? Est-ce qu'il observe bien son régime, l'activité physique? Pas oublier, dans le diabète de type 2, l'activité physique aussi importante que le régime est aussi importante que le traitement, puisque, comme je vous l'ai dit, l'activité physique diminue l'insulinorésistance, donc ça travaille aussi bien que la metformine, sauf que ça ne donne pas de diarrhée. Voilà, tout le reste de l'examen clinique, c'était très bien. Le bilan biologique, c'était très bien aussi. On n'hésitera pas non plus à lui faire un bilan hépatique à la recherche d'une NASH, surtout quand on a un terrain comme ça avec un syndrome métabolique. Ce ne sera pas 0 au dossier si vous ne le mettez pas, mais ça peut être un point. Et ensuite, dans les explorations paracliniques, n'oublions pas que ce monsieur a eu un infarctus, donc il a déjà une pathologie athéromateuse, donc il va falloir aller dépister les autres, notamment avec un Doppler des troncs supraortiques et un Doppler des membres inférieurs. Ok. Et pour la surveillance cardiologique, on va chez le cardiologue, mais en pratique, on fera l'épreuve d'effort au début au moins, l'écho cardiaque, etc. D'accord? Donc, ne pas oublier que votre patient diabétique de type 2, c'est un patient qui a une pathologie cardiovasculaire. Donc, il faut aller chercher toutes ces choses-là. Question 8. Donc, vous le suivez, et puis là, vous voyez que ça créate à 72, donc plutôt bien. Le sodium 141, donc assez normal. Le potassium à 3,3. Dans les urines des 24 heures, vous avez 90 millimoles de sodium et 110 millimoles de potassium sur les urines des 24 heures. Alors, donc, les causes d'HTA secondaire, donc là, il a une natriurèse sur une kaliurèse qui est supérieure à 1. Donc, ça veut dire qu'il a une natriurèse conservée, donc ça fait un peu... il y a une natriurèse conservée et une kaliurèse adaptée, enfin montée, élevée. Oui, hyper elle est élevée. Ouais, donc une natriurèse conservée, c'est une natriurèse qui est entre 75 et 150 millimoles par 24 heures. Une kaliurèse qui est adaptée à une kaliémie basse, il faut qu'elle soit inférieure à 40, voire beaucoup plus basse. Okay, là, elle est largement au-dessus de 40, donc on se dit qu'il y a quelque chose au niveau du rein qui dysfonctionne, il pisse trop de potassium. Ça, c'est sûr. Okay, le rapport, c'est bien, mais il faut bien avoir compris que effectivement la natriurèse est conservée, c'est pas normal, et la kaliurèse est augmentée. Donc, tu es face à à une hyperaldo primaire. On ne sait pas. Ouais, ou secondaire. On a très probablement une hyperaldo. D'accord? Primaire ou secondaire, qu'est-ce qui te fera la différence? La rénine et voilà, le dosage. On fera après, tout à fait. Donc là, qu'est-ce que tu vas évoquer dans ce terrain par argument de fréquence? Ça peut être une néphropathie. Non. Alors là, il a une fonction rénale qui est normale. Ouais. Adénome de... Voilà, un hyperaldo primaire. Ouais. Et secondaire. Ouais. Il y en a un qui est très très important là. Sténose de l'artère rénale. Voilà, la sténose de l'artère rénale. C'est un patient athéromateux, n'oubliez pas. Donc, il a le droit d'en avoir dans le cœur comme il a le droit d'en avoir sur son artère rénale. D'accord? L'hypercorticisme, parce qu'il a un syndrome métabolique. Donc, typiquement, les patients qui ont un syndrome métabolique, il faut vérifier qu'ils n'aient pas d'hypercorticisme. Et puis après, vous avez toutes les autres étiologies qui sont beaucoup plus rares et surtout pas adaptées à ce terrain-là. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on explore un hyperaldo? Enfin, une HTA à kaliurèse. En premier, j'ai juste fait un ECG devant l'hypokaliémie. Et après, j'ai fait un bilan étiologique. Après arrêt des IEC et bêta-bloquants. Après arrêt des IEC, des bêta-bloquants et avis du cardiologue pour l'arrêt dans ce contexte de patients coronariens. Au moins 15 jours. Ensuite, j'ai supplémenté les troubles hydroélectrolytiques, notamment le potassium et le sodium pour que ça n'interfère pas dans les tests. Et ensuite, j'ai fait un dosage de la... Les endocrinos ne le savent pas, mais c'est important. Normaliser la kaliémie avant de faire les dosages, parce que si c'est par exemple un adénome de cône, il reste encore un rétrocontrôle. Okay, donc vos dosages peuvent être faussement négatifs à cause de la kaliémie.
Et donc j'ai fait un dosage de la rénine plasmatique, de l'aldostérone plasmatique et de l'aldostérone urinaire, rapporté à la créatinurie. Et voilà. Et donc, pourquoi c'est important de rapporter la créatinurie? Pour éviter de faire sur 24 heures en fait. Voilà. Parce que la diurèse peut varier sur 24 heures, donc du coup ça permet de... Et voilà, et donc la rénine sera augmentée sur un hyperaldo secondaire, alors qu'elle sera diminuée, effondrée dans un hyperaldo primaire. Nickel. Mais tu vas faire que ça? N'oublions pas que c'est un patient athéromateux. Je vais faire une écho des artères rénales. On va faire l'écho, le Doppler des artères rénales, hein. La systématique sur tous ces genres de patients. Et le CG en premier, c'est bien. Donc il a une aldostérone à 10 fois la normale et une rénine qui est freinée. Donc ton diagnostic? J'ai mis hyperaldostéronisme primaire et on complète le bilan pour différencier adénome de cône et hyperplasie bilatérale des surrénales par un scanner sans et avec injection centré sur les surrénales. Très bien. Ok. Et éventuellement, si on ne voit rien au scanner, on complétera par un cathétérisme surrénalien. Bon, ça reste... Mais sachez que ça se fait quand même très très fréquemment parce que les adénomes sont tout petits, qu'une hyperplasie surrénalienne, ça ne se voit pas forcément, c'est pas évident, donc ça se fait quand même relativement fréquemment. Ok, et le traitement? En quoi ça consiste? Pour l'adénome de cône, c'est une surrénalectomie unilatérale. Et, ou alors, s'il n'est pas opérable ou refus du patient, c'est aldactone à vie. Alors sachez que l'aldactone, ça a un effet, là c'est un monsieur, ça a un effet anti-androgène. Okay, donc les messieurs, ils n'aiment pas trop quand on leur donne de l'aldactone parce qu'ils ont les seins qui poussent. D'accord? Donc n'hésitez pas, il y a un autre médicament qui s'appelle le modamide, et qui a le même effet sans avoir l'effet anti-androgénique. Okay, en pratique, on ne donne pas d'aldactone chez les hommes. Est-ce que l'hyperaldostéronisme, c'est clair? C'est facile, hein, vous avez la rénine, l'aldostérone. C'est primaire quand vous avez une augmentation de l'aldostérone et du coup la rénine est freinée. Et c'est secondaire quand la rénine est augmentée. Quand c'est secondaire, en général, c'est pas vraiment une étiologie endocrino. Vous allez plutôt avoir quelque chose de vasculaire, comme la sténose des artères rénales, ou alors le phéochromocytome, mais vous ne rentrerez jamais dans un dossier de phéo par un hyperaldo. Sûrement pas. D'accord, éventuellement par une HTA, mais on n'ira pas faire l'aldostérone. Ok? Clair? C'est facile ça. Il n'y a pas 12 axes, c'est plus simple.